La campagne, le retour à la nature, un mode de vie qui séduit de plus en plus de Français. Un phénomène qui s'est accentué l'an dernier dans la foulée des différents confinements liés au coronavirus. Mais derrière la carte postale, la qualité de vie est-elle réellement meilleure que dans les grandes villes? Pesticides, ondes électromagnétiques ou encore qualité de l'eau ou de l'air, les sources de pollution y sont nombreuses, mais souvent invisibles. Ces dernières années, dans la région, plusieurs scandales environnementaux ont éclaté. Bébés nés sans bras, surmortalité liée au cancer à Saint-Nazaire ou encore cancer pédiatrique à Sainte-Pazanne. Nous verrons comment la société civile se mobilise pour mettre au jour ces maladies et quelle est la réponse des pouvoirs publics. Santé, un environnement qui fait mal, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Ils ont choisi de construire eux-mêmes leur habitat collectif. Choix des matériaux, mutualisation des services, une poignée d'habitants s'est réunie pour réfléchir à une autre forme d'habitation, loin des différentes pollutions. Le vivre autrement, le vivre ensemble, plus qu'un beau discours politique, une réalité pour les 26 habitants du Pré commun. Cet habitat groupé est sorti de terre il y a quelques mois dans une commune située à la lisière de la grande ville Nantes et de la campagne. Ça faisait partie un petit peu on va dire, du cœur du projet, de l'âme du projet. C'était beaucoup de gens qui avaient envie soit de ne pas quitter un environnement naturel rural, soit de reconnecter avec ce type d'environnement en venant de milieux urbains. Ce projet d'habitat participatif en coopérative a mûri pendant 3 ans. La conception des appartements du T1 au T5, chacun chez soi, et de la maison commune centrale répond à des critères en matière de santé, à commencer par le choix des matériaux de construction, ossature bois, isolation ouate de cellulose et laine de bois. Si le matériau est sain mais qu'il a fait 10 000 km pour venir, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. En tout cas, ça a un sens un peu tronqué, alors que là, on était vraiment dans la logique d'être sur des matériaux sains pour que les habitants s'y sentent bien et n'aient pas de soucis de santé, et en même temps d'être dans un rapport sain avec la terre, avec le territoire qu'on occupe. Tous deux retraités, Nicole et Jean-Claude, ont troqué leur grande maison d'avant pour cet appartement de plein pied. Lumière naturelle privilégiée, quasi-absence de chauffage grâce à l'isolation, et petite touche finale dans la pièce de vie, un enduit de terre minérale. C'est-à-dire, ce n'est pas la terre dessus du jardin qui est la terre végétale, mais la terre du dessous qui a été récupérée quand les entreprises ont fait les fondations. Donc on l'a mélangé avec un peu de paille qu'on voit comme ça, là, et puis un peu de sable. Ah bah, ça remplace n'importe quel revêtement de mur avantageusement, je trouve que c'est beau. Les usages numériques sont bien sûr présents, mais le Wi-Fi est proscrit par rapport aux ondes électromagnétiques. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ça les met mal à l'aise. Bon. Et puis pourquoi pas, après tout, on ne sait pas réellement l'effet à longue distance de ce truc-là, sur la durée. Donc si on peut avoir le réseau autrement, bon, c'est pas plus mal. Bon, c'est un peu plus contraignant de devoir brancher son ordinateur à chaque fois sur un fil plutôt qu'à d'avoir le Wi-Fi. Ici, les habitants, volontaires pour réduire leurs espaces intérieurs, ont eu la possibilité de s'étendre côté jardin en louant le champ voisin. L'idéal pour expérimenter la permaculture et le consommer local, même si l'ambition n'est pas de viser l'autonomie alimentaire complète. Ce modèle de vie et de santé se découvre lors de journées portes ouvertes au Pré commun. « 24 enfants touchés par des cancers dans un petit périmètre d'une dizaine de communes au sud de Nantes. Il y a 5 ans, une mère de famille alerte les autorités sur le phénomène. Des analyses sont lancées. Elle conclut fin 2020 à l'absence de cluster de cancer pédiatrique inacceptable pour les habitants. Cette petite fille s'appelle Juliette. Elle est décédée d'un cancer il y a 1 an. Une tumeur cérébrale incurable. Elle avait 9 ans. Le diagnostic a été posé en mars et Juliette nous a quittés en début décembre de la même année, en fait. C'est un cancer qui reste extrêmement rare en France et en Europe, hein, donc on ne peut pas généraliser autour de ce cas, mais ça reste une tumeur cérébrale
comme 2 autres enfants sur la commune. À Saint-Marc-de-Coutais, en 5 ans, 5 enfants, dont Juliette, ont déclaré un cancer, tumeur ou leucémie. Aurélie, sa maman, veut comprendre. L'intérêt, c'est quand même d'aller s'interroger sur qu'est-ce qui, dans notre environnement, peut potentialiser l'émergence de ces cancers, en fait. Sans aller, encore une fois, chercher de responsables ou de coupables. Saint-Marc-de-Coutais n'est pas la seule commune du Pays de Ré où les enfants tombent malades. Au total, sur ces 9 communes depuis 2015, 24 enfants ont déclaré un cancer. Un recensement effectué par un collectif de parents, las d'alerter en vain les autorités de santé. À sa tête, Marie Thibault. Marie est alors maman d'un petit garçon atteint d'une leucémie, aujourd'hui guéri. Alban, il a eu un de ses petits camarades de classe qui est tombé malade comme lui. Et qu'il en avait déjà connu plusieurs dans son école et qu'il en connaissait beaucoup trop de copains malades. Et il m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de venir chercher ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qui est-ce qui va tomber malade après lui ? Et puis après, il m'a demandé, qui est-ce qui va mourir ? C'est lui ou c'est moi ? Donc là, je lui ai dit, bah oui, ça serait peut-être bien qu'il revienne chercher. Et là, le collectif se crée. Le fils de Marie, Alban, et ses camarades de classe sont scolarisés à Sainte-Pazanne. La commune devient alors le cœur de toutes les attentions. Le collectif découvre des choses inquiétantes autour de l'école privée située en face d'un transformateur et non loin de l'ancienne usine de traitement de bois, aujourd'hui devenue cet immeuble. Parmi les autres hypothèses, dans le secteur du Pays de Ré, les pesticides des champs et vignobles alentours, le maraîchage intensif ou encore les ondes électromagnétiques. Ce champ d'éoliennes s'est implanté sur le secteur en 2015, date à partir de laquelle le collectif dénombre un cancer tous les 6 mois. L'environnement dans lequel vivent les enfants favorise-t-il leur maladie ? Pour le collectif, c'est l'effet cocktail, un cumul des facteurs d'exposition des molécules toxiques. Il peut y avoir une 50aine de molécules qui sont juste à la limite, qui sont chacune à la limite de cette toxicité aiguë. Et à ce moment-là, on ne les prend pas en compte. On ne prend donc pas en compte le cumul de tous ces facteurs d'exposition, l'effet cocktail, mais on ne prend pas en compte non plus la durée d'exposition. Donc on ne prend pas en compte la toxicité chronique. Donc, ce qui fait qu'évidemment, on se retrouve toujours dans des situations où circuler, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien et tout va bien. S'ensuit un combat pour se faire entendre, des réunions houleuses entre habitants inquiets et autorités de santé. On veut savoir ce qui se passe. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que malheureusement, vous abandonnez et vous laissez à une association la liberté de faire des prélèvements et des analyses complémentaires pour prouver que c'est pathétique. Saisie plusieurs fois par le collectif, l'Agence régionale de santé lance en 2019 une levée de doute. Plus de 600 mesures et 80 000 prélèvements centrés sur Sainte-Pazanne et les lieux de vie de familles touchées, mais aucun résultat ne dépasse les seuils autorisés. Ce qui était la responsabilité particulière de l'ARS, c'était de mener ce qu'on a appelé des levées de doute, c'est-à-dire des investigations environnementales sur l'eau, le sol, l'air, les champs électromagnétiques, les rayons ionisants, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'exposition qui dépassait les valeurs de référence et qui aurait pu mettre en danger la santé des habitants de Sainte-Pazanne et en particulier des enfants. Déception pour les familles qui pensaient que l'ARS irait plus loin dans ses investigations et le croisement des données collectées. Ce n'était pas une levée de doute liée au cancer pédiatrique, c'était une levée de doute pour vérifier si on avait une bonne ventilation dans nos logements, si on n'avait pas de monoxyde de carbone. C'était seulement ça, donc rien à voir avec les cancers. Parallèlement, l'Agence régionale de santé saisit Santé publique France, l'agence nationale référente en la matière. Une enquête épidémiologique est réalisée via un questionnaire envoyé aux familles sur leur mode de vie. Une démarche faussée pour Aurélie, la maman de Juliette. Ma fille vivait dans cette maison que depuis 6 mois. C'est-à-dire que nous, il nous semblait beaucoup plus pertinent d'aller dans la maison où elle avait vécu pendant 6 ans. Et là, on nous a dit, ben non, l'étude porte sur vos domiciles, que ça rentre dans les cases, et même si ça n'avait strictement aucun sens. Novembre 2020, les conclusions de l'étude sont sans appel. Il n'y a pas de cluster de cancer d'enfants dans le Pays de Ré. Douche froide pour le collectif et les familles, qui contestent les calculs de l'autorité de santé et réclament des données précises sur les cancers pédiatriques. On aurait dû recenser 7 enfants sur les 5 dernières années, sauf que nous, collectif, on a recensé 24 enfants. Donc ce n'est pas
7 enfants, c'est 3,4 fois plus. On ne pourrait pas communiquer le nombre de cancers pédiatriques dans chaque commune, mais on communique le nombre de personnes atteintes du Covid dans chaque commune. Je pense que les autorités ont peur de trouver les vraies raisons de ces cancers. Pas question d'abandonner. Le collectif lance une cagnotte en ligne et obtient l'aide de laboratoires certifiés pour réaliser ses propres recherches environnementales. Cheveux des enfants, eau, air, jusqu'aux pesticides dans les vins du secteur. À Sainte-Pazanne, le maire a validé l'installation d'un collecteur d'air chargé d'analyser les pesticides et vérifier ce que respirent les habitants au cœur du bourg. La prévention, dernier recours face à un phénomène inexpliqué. Ce n'est pas un problème lié au territoire de Sainte-Pazanne, c'est un problème sociétal qui est posé globalement partout où on vit. Il nous faut, aujourd'hui, il y a des risques liés à l'environnement qu'il nous faut prendre en compte et essayer de contrecarrer. Entre inquiétude et espoir, les familles et enfants du pays de Ré confrontés à la maladie croient en un avenir où il vaudra mieux prévenir plutôt que guérir. Marie Thibault, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans le reportage, vous êtes fondatrice du collectif Stop au cancer de nos enfants. Sandrine Josso, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Loire-Atlantique et rapporteure d'une commission d'enquête parlementaire sur l'évaluation des politiques publiques en santé environnementale. Je précise tout de suite que ni Santé publique France, ni la préfecture de région n'ont souhaité répondre à nos demandes d'interview. Marie Thibault, on l'a vu dans le reportage, l'ARS a procédé à 80 000 analyses. Santé publique France a envoyé des questionnaires aux familles. C'est une démarche biaisée, selon vous ? En fait, cette démarche-là n'avait pas pour vocation, du côté de l'ARS, d'aller faire de la recherche sur les causes des cancers pédiatriques. L'ARS n'a fait que de la levée de doute. Il n'y aurait pas eu de cancer d'enfant, l'ARS aurait quand même fait cette analyse de levée de doute. Rien à voir. Par contre, Santé publique France était là pour, par le biais de ce questionnaire envoyé aux familles, éventuellement aller faire de la recherche environnementale, ce qui n'a pas été le cas. À l'issue des questionnaires, ils ont stoppé l'enquête. Donc aucun prélèvement pour la recherche des causes n'a eu lieu. Vous avez demandé à avoir accès au registre des cancers en Loire-Atlantique. Que vous a-t-on répondu ? On nous a refusé l'accès. Aujourd'hui, le registre est à jour. De 2005 à 2018, nous pourrions avoir accès, l'ensemble des citoyens, à tous les cancers d'enfants qui se sont déclarés sur chaque commune de Loire-Atlantique. Et là, c'est un refus catégorique du registre et de Santé publique France d'en donner l'accès. Sandrine Josso, pourquoi n'existe-t-il pas aujourd'hui en France une instance qui permet de recenser tous les cas de cancer pédiatrique ? On a remarqué par exemple que l'ARS, en cas de crise, comme ce qui a été vécu lors de ce cluster de cancer, eh bien, l'ARS est mobilisée, mais l'ARS n'a pas les moyens techniques de bien se mobiliser. Et puis, la méthode, eh bien, elle n'existe pas. En cas de crise, on fait ce qu'on appelle un comité de suivi, mais qui est plus de l'habillage que des possibilités de trouver des raisons à ces cas de cancer. Donc tout simplement, moi, c'est ce qui m'a motivée aussi. Tous ces dysfonctionnements m'ont motivée pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête pour évaluer les politiques publiques en santé environnementale. Alors 21 propositions, on va en parler. Mais l'ARS, dans le cas précis de Sainte-Pazanne et de ses environs, ne parle pas de cluster. C'est tabou d'utiliser le mot cluster aujourd'hui. Il y a trop d'enjeux derrière ce mot. Oui, tabou, absolument. Pour plein de raisons, mais déjà, il y en a une qui est très simple à comprendre, c'est que si on identifie, par exemple, un cluster sur un territoire, ça veut dire que tout est remis en cause sur l'aménagement du territoire. Or là, qu'est-ce que ça signifie ? Un cluster de cancer sur quelques communes du territoire, un taux élevé de cancer, par exemple, dans le bassin de vie de Saint-Nazaire. Attendez, là, on va être obligé de tout revoir sur l'aménagement du territoire. Donc, les élus ne sont pas formés. Les administrations ne sont pas formées non plus. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un gros travail de prévention, un gros travail aussi de formation des élus, des agents qui travaillent dans toutes les administrations déconcentrées. Et puis, eh bien, on a
énormément à gagner à faire des choix d'équilibre dans l'aménagement du territoire. Et c'est ce qui va devenir une priorité au regard de la démographie des Pays de la Loire. Aujourd'hui, il y a trop de curatifs et pas assez de préventifs. On a été plutôt bon en France sur la recherche curative. Maintenant, on a été très mauvais, il faut s'en rendre compte, sur la recherche préventive. C'est pour cela que quand on a des cas de cluster de cancer, bébé sans bras par exemple, eh bien on ne peut pas, on n'a pas les moyens, alors on n'a pas les connaissances, on n'a pas les méthodes, on n'a pas la possibilité d'avoir des informations précises, donc il faut à tout prix qu'on mette les moyens pour rechercher les causes, les effets cocktails, et ça de manière significative, c'est une urgence. Marie Thibault, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État? Qu'est-ce que vous attendez? On attend qu'il y ait une vraie prise en compte de ce que Sandrine disait, à savoir l'effet cocktail, c'est-à-dire le cumul des facteurs d'exposition. Nos enfants, ils ne tombent pas malades sans raison. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le plan cancer est sorti il y a quelques jours. Rien dans ce plan cancer ne fait état de santé environnementale. Il est nécessaire de prendre en compte cette question de l'effet cocktail et de la chronicité. La chronicité, c'est la durée d'exposition, parce que nos enfants vont être exposés depuis la grossesse, donc in utero, jusqu'à leur petite enfance, leur adolescence, à plein de cumuls de pollution, de l'eau, de l'air, des sols. Et ça doit être pris en compte. Et aujourd'hui, en France, il n'y a rien. Sandrine Josso, parmi ces propositions, il y a cette volonté de faire de la santé environnementale une discipline enseignée dans les écoles. Il faut agir tôt, dès le début. Alors, dans les écoles, auprès des professionnels de santé, auprès des élus, j'en ai parlé tout à l'heure, auprès des agents administratifs qui, dans les ARS de France et dans plein d'autres institutions, ne sont pas formés. Dans les préfectures aussi, c'est une nécessité. Il n'y a pas de culture liée à la santé environnementale. Il n'y a pas d'effectifs qui peuvent justement travailler sur ces sujets-là, sur les territoires. Donc là, je me dis alerte. Et en mettant tout ça en place, on gagnerait énormément. En fait, c'est un investissement, mais un retour sur investissement énorme. Marie Thibault, au sein du collectif, vous avez un projet, celui de créer un observatoire? Oui. On parle de prévention, mais pour parler de prévention, il nous faut des données. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données scientifiques, il n'y a pas de données de registre, il n'y a pas de chiffres, en fait. Donc sans les chiffres, on ne peut pas avancer. Donc l'idée, c'est de créer un observatoire de la pollution sur l'eau, sur l'air, sur les sols, sur la biodiversité et sur la santé humaine. Et on croise les données. Et enfin, à partir de ce croisement de données, on aura des effets, des résultats qui nous permettront, après, derrière, j'espère, de pouvoir légiférer et améliorer la prévention pour demain. Donc oui, on est en pourparlers, notamment avec le département de Loire-Atlantique, pour créer cet observatoire de santé environnementale sur le territoire autour de Sainte-Pazanne. Marie Thibault, vous avez participé à la rédaction d'un livre qui est sorti, qui s'appelle « Regard ». Ce sont des témoignages de proches d'enfants touchés par des maladies infantiles. C'est un exutoire ou c'est plus que cela, ce livre ? Non, ce livre n'est pas du tout un exutoire. C'est vraiment sensibiliser à la question des cancers de l'enfant, que les gens puissent se rapprocher de ça et puis alerter. Alerter aussi parce que ça nous est arrivé à l'une et à l'autre, mais ça peut vous arriver à vous et ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas sur le fruit du hasard aujourd'hui et donc ce livre parle du cancer de l'enfant et parle aussi de pourquoi ces enfants déclarent des cancers. Et puis, en achetant ce livre, c'est un livre caritatif, l'ensemble des dons sont reversés à la recherche contre le cancer. Donc à la fois, en achetant ce livre, c'est une bonne action, et puis c'est aussi une alerte envers les pouvoirs publics, encore une fois, pour dire non, là c'est trop, il faut vraiment aller, il faut changer de direction, il faut changer de cap, celui-là n'est pas le bon du tout. Marie Thibault, merci. Merci. Merci Sandrine Josso. Autre dossier qui interpelle dans la région, celui des bébés nés sans bras. En 2018, une épidémiologiste a découvert un cluster en Loire-Atlantique sur la commune de Mouzeil. 3 enfants nés avec cette malformation en seulement 2 ans. Un cluster inexistant, là encore, pour les autorités sanitaires. L'agénésie transverse des membres supérieurs. Une malformation qui touche chaque année 150 enfants en France. Un handicap mal connu et peu exposé, jusqu'à ce que l'affaire éclate en 2018. À l'époque, Emmanuelle Amar, directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes, identifie 3 clusters. Dans l'Ain, le Morbihan et à Mouzeil, en Loire-Atlantique.
Pour l'épidémiologiste, pas de doute, les causes de ces anomalies congénitales sont environnementales. Dans son viseur, les pesticides et la pollution de l'eau. On pense que l'eau est un facteur commun à ces familles parce que d'une part, elles vivent toutes en milieu humide, la Bretagne, la Bretagne, le Morbihan et la Loire-Atlantique, mais aussi parce qu'elles ont en commun, chacune à l'intérieur de ces agrégats, d'avoir la même distribution d'eau. Est-ce que vous-même, vous vous êtes posé des questions? On a parlé des pesticides, on a parlé de l'eau. Est-ce que ces questions, vous... Oui, on est forcément posé. Mais il faut voir à l'époque où sont nés les enfants. Donc notre commune, c'est des gens qui habitent dans des zones habitables, plutôt bien urbanisées. On n'était pas dans un secteur où il y avait beaucoup de pesticides, parce qu'on n'est pas un secteur viticole, ni arboricole. Donc, En Pays de la Loire, les familles préfèrent se taire. Ailleurs, les parents s'interrogent. Mais les premiers rapports de Santé publique France ne leur apportent aucune réponse. Pour les autorités sanitaires, rien ne justifie de poursuivre les investigations. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, annonce pourtant l'ouverture d'une nouvelle enquête et la création d'un comité scientifique. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que la surveillance continue et que nous retournions vers tous ces cas pour être certains de n'être passés à côté d'aucune cause. Il y aura des réunions d'information dédiées aux familles. On leur doit ça, on leur doit ce retour spécifique, ce retour en confidentialité pour leur dire on a étudié les cas de vos enfants. Et l'étude ne mène à rien. J'en resterai pas là. Je me battrai toujours. Pour moi, c'est bien dû à quelque chose. Faut avancer. Faut comprendre. J'ai une colère en moi, vraiment, avec tout ça, quoi. Liam est né à Nantes en 2016, à des dizaines de kilomètres des zones géographiques potentiellement impactées. Sandy, sa mère, ne s'est jamais posé de questions sur cette malformation diagnostiquée dès les premiers mois de grossesse. On n'a jamais fait le lien de rapprochement entre ces enfants-là et Liam. Oui, pour vous, c'est le fait du hasard, souvent cette... Oui, parce que j'ai une amie, peut-être un an après, elle a accouché d'un petit garçon, pareil, avec une malformation. Donc, le hasard, je pense aussi. 2 ans après, le dossier des bébés nés sans bras est en sommeil. Au final, pas de cluster avéré, fausse alerte pour les uns, polémique, discrètement enterré pour les autres. C'est une spécificité dont Saint-Nazaire et son agglomération se seraient bien passés. 28% de surmortalité liée au cancer chez les moins de 65 ans par rapport à la moyenne nationale. Rejet industriel, tabac, alcool. Pour l'heure, rien ne permet précisément d'expliquer ce chiffre inquiétant. Sur place, associations et élus locaux demandent à l'État une étude épidémiologique. Usines chimiques, raffineries, cimenteries, chantiers d'où sortent les plus gros paquebots du monde. Sur le bassin nazérien, l'industrie fait vivre 15 000 salariés. Mais en septembre 2019, un rapport inquiète. Ici, la surmortalité liée au cancer avant 65 ans est supérieure de 28% à la moyenne nationale, 38% même chez les hommes. Dans son étude, l'ARS ne fait que lister les cancers les plus fréquents, ceux des poumons, de la bouche ou du nez, et se limite à préconiser des campagnes de prévention sur le tabac et l'alcool. On regarde ce que dit la littérature internationale qui dit que le tabac, c'est 20% des causes de cancer. L'alcool, c'est 8%. Et les facteurs environnementaux, c'est très loin derrière. On ne dit pas que c'est cette proportion-là pour Saint-Nazaire. Hein, on est très prudent. Où est-ce qu'on s'empoisonne? Est-ce que c'est dans son lieu d'habitation? Est-ce que c'est dans la mobilité, dans l'air? Est-ce que c'est dans les lieux de production? Ce qui est sûr, j'entends la petite musique en nous expliquant que dans le bassin de vie, ça serait principalement dû à la cigarette et à l'alcool. Soyons clairs, ça n'aide pas, mais tout le monde le sait. Mais je ne peux pas, en tout cas, accepter nous expliquer que ça serait la seule cause de ces cancers et donc de cette mortalité. Les associations, elles, dénoncent depuis des années la pollution des usines. Pour elles, aucun doute, l'air est moins pur qu'ailleurs. Sur le secteur, quand on vient travailler parfois le matin, entre les nuages jaunes et les nuages noirs, les panaches de fumée multicolores,
il y a forcément des particules qui partent dans l'air, dans l'atmosphère. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. On s'interroge. Pour les autorités, pas de rejet industriel excessif. Les normes sont respectées. Sur les 20 dernières années, les seuils n'ont été dépassés que 4 jours. Depuis 2008, les émissions de dioxyde de soufre ont même diminué de 60% et les poussières de 20%. Pas de quoi rassurer les riverains et de nombreux élus locaux qui réclament aujourd'hui une enquête épidémiologique. Une exposition au quotidien peut parfois être plus grave qu'une exposition à des seuils ponctuels. On est exposé aussi à de multiples sources de pollution. Il n'y a pas qu'un seul polluant qui nous impacte, il y en a plusieurs. Donc quel impact ces polluants ajoutés les uns aux autres peuvent avoir sur notre santé? La préfecture a pour l'instant lancé une simple étude de zone. Une analyse plus fine et plus poussée pourrait prendre des années. Encore faudrait-il en avoir la volonté. Philippe Bergerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cancérologue, radiothérapeute à la clinique mutualiste de Saint-Nazaire. Vous avez réalisé votre propre étude. Quelles sont ces conclusions? Ces conclusions, je ne peux pas vous les donner encore. Mais on a terminé l'étude, on est en train de rédiger les conclusions. Cette étude, l'objectif était, comme c'est quand même un débat relativement passionné, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui existent. Il y a des facteurs qui sont directement liés à la personne et il y a peut-être des facteurs extérieurs aux personnes. Liés à l'environnement. On a aussi fait une étude sur la partie facteurs de risque, donc les facteurs qui étaient ceux qu'on connaissait, le tabac, l'alcool, les facteurs alimentaires. On a aussi fait une étude selon le lieu d'habitation des personnes, parce qu'il nous semblait important d'avoir dans la région, sur les 210 personnes, il y en a qui étaient sur Saint-Nazaire, sur Donge, mais il y en a qui étaient sur Saint-André-des-Eaux, il y en a d'autres qui étaient sur Pornichet, voire sur Béné. Et on essayait d'avoir, mais ça c'était un peu plus compliqué, le statut, s'ils étaient salariés et où ils travaillaient. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent parfois d'avoir la médecine du travail, d'avoir d'autres éléments. Donc notre objectif, il était clair, c'était d'essayer d'avoir l'étude la plus proche de la vérité, parce qu'on s'appuie simplement sur des données écrites et réelles. Est-ce que vous avez trouvé des causes environnementales, type ondes électromagnétiques, pollution de l'air, de l'eau? Alors il faut savoir que ces causes ne sont pas recherchées de façon systématique dans les dossiers que l'on avait. Après, on peut simplement se rapprocher par rapport au lieu d'habitation ou au lieu de travail des personnes. Alors l'État a annoncé le lancement d'une étude pilotée par la DREAL pour déterminer les différentes zones, mais les élus locaux demandent une étude épidémiologique. C'est indispensable à vos yeux également? Oui, et c'est un peu pour ça. Nous, on était partis un peu dans cette idée-là, parce qu'il nous faut absolument comprendre pourquoi les patients ont ces facteurs de risque plus importants. Parce que c'est aussi, est-ce qu'il y a des facteurs socio-économiques? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des facteurs socio-économiques. Est-ce qu'il y a des facteurs liés directement à la pénibilité du travail? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement? Vous pensez aux ouvriers des chantiers navals, par exemple? C'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui ont travaillé soit au chantier, soit qui travaillaient à l'aérospatiale. Emmanuel Macron a annoncé un plan de lutte contre le cancer en tablant sur une génération sans tabac et en pointant du doigt les cancers dits évitables. Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre un peu sous le tapis les autres causes de ces cancers et qui pourraient être les causes environnementales? Non, ce n'est pas une manière de mettre sous le tapis, parce que lorsqu'on aura éliminé ces causes, on pourra plus facilement s'attaquer aux autres. Parce qu'actuellement, quand il y a un problème de fréquence, si les causes environnementales existent, mais elles sont moins importantes que les autres causes, elles sont noyées par les causes qui sont les plus importantes. Et donc, on a tendance à dire, comme il y a ces causes qui sont plus importantes, c'est sur elles qu'il faut agir. Une fois qu'on a agi sur celles-ci, ça nous permet de dire, oui, mais il n'y avait pas que ça. Comprenez, parce que c'est un problème lorsque vous avez un éléphant et une souris derrière, on voit l'éléphant. C'est délicat de les trouver, ces causes. Il y a des intérêts en jeu. Il y a des intérêts, mais je dirais qu'il y a des intérêts à tous les niveaux. C'est vrai que quand on commence à parler de facteurs alimentaires, il y a des intérêts. On s'attaque facilement au tabac en France, parce qu'en fait, il n'y a pas d'industrie de tabac en France. C'est plus difficile de s'attaquer à la partie alcool, parce qu'on a quand même en France un pays qui est quand même d'habitude viticole. Et quand on parle de l'alcool, il y a aussi toutes les techniques, l'alimentation en général, la possibilité de faire de l'activité physique. Donc, dans l'organisation du temps de travail, est-ce que dans le temps de travail, on peut aussi prévoir
une amélioration de la qualité de vie au travail. Parce que cette amélioration de la qualité de vie au travail, quand on dit aux personnes qu'il faut faire un certain nombre d'actions de prévention, lorsque vous avez un travail qui vous permet de le faire, c'est facile. Lorsque vous avez un travail qui, à la fin de la journée, vous n'avez pas du tout envie de ressortir pour faire de l'activité physique, là, il y a encore une inégalité. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Philippe Bergerot, quelles sont les pistes de réflexion pour améliorer en amont le diagnostic ? En améliorant le diagnostic, on va améliorer les possibilités de traitement et en amont, on se rend compte qu'on a des patients qui ont des tumeurs de grande taille. Donc pour améliorer le pronostic, il faut que les personnes viennent avec des tumeurs de plus petite taille. Donc il faut qu'ils fassent l'effort, entre guillemets, ou qu'ils aient la possibilité d'aller voir un médecin ou d'être diagnostiqués le plus tôt possible. Et je pense que c'est là qu'il va falloir réfléchir pour non seulement que les gens viennent nous voir, mais qu'on aille vers cette population pour pouvoir aller faire un diagnostic et leur faire comprendre de l'intérêt de se faire traiter. Parce que si on se fait traiter de bonne heure, on a toutes les chances de guérir. Plus on attend, malheureusement, pour ces localisations, plus on a de chances d'avoir des traitements lourds, d'avoir des séquelles et malheureusement un risque de mourir aussi important. Sociologiquement, il y a des populations particulièrement à risque ? Les populations à risque, c'est malheureusement les personnes qui sont moins riches, qui sont un peu laissés pour compte, ou même simplement quand on parle de l'alcool et du tabac, mais on parle aussi d'une mauvaise habitude alimentaire, et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on mange bien, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, on mange encore moins bien. Vaste chantier. Vaste chantier. Merci Philippe Bergerot. Autre cause qui pourrait impacter la santé des hommes, mais également des animaux, les éoliennes. Au nord de Nantes, des éleveurs imputent la mort de plusieurs centaines de leurs vaches à un champ éolien voisin. Les analyses n'ont pour l'heure pas permis d'éclaircir le mystère, alors ces éleveurs se sont tournés vers une science parallèle, la géobiologie. Regardez. À Nozay, à 40 km de Nantes, le mystère reste entier. Pourquoi des éoliennes, symbole d'énergie propre, viendraient-elles perturber les vaches de Muriel et Didier Potiron ou celles de Céline Bouvet? Depuis 2012, une dizaine d'expertises ont été réalisées. En vain. Elles n'expliquent ni la surmortalité constatée, ni les troubles de comportement. Là où la science est pétrie d'incertitudes, la géobiologie trouve des réponses. Il y a des petits passages, on va avoir des passages d'eau, des failles. Et malheureusement, quand on va mettre des animaux dessus, les animaux vont le sentir tout de suite. Là, je commence à rentrer dedans. Moi, ça frissonne un peu dans les bras. Et hop, là, il y a quelque chose qui se passe ici. Donc à ce moment-là, j'ai mon corps, il y a une compression, une contraction de mon corps qui fait que je sens en moi une zone perturbée. Ça touche même, il y a une partie du corps, là, ça me travaille les thyroïdes par exemple. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose, j'en sors. Et voilà, ça y est, je suis sorti de cette zone-là. Donc on a bien ici une zone, d'ailleurs vous voyez, il n'y a plus de veaux. Didier et Muriel ne veulent plus mettre les veaux ici parce qu'ils crèvent. Voilà, et dès qu'ils sont mis ici, ça va bien. Malheureusement, derrière, il y a le robot de traite qui est à 10-15 mètres derrière. Ce robot, il est placé sur cette faille. Et cette faille, passage d'eau, est-ce que c'est les deux cumulés sûrement? Et ce qu'on commence à comprendre en géobiologie, c'est que ces zones-là, ils ont une influence, mais dès qu'on injecte du courant, une fréquence dedans, on active cette perturbation. Elle devient plus forte, plus large, plus intense. L'éolienne, si elle est mal placée, si elle est vraiment sur une zone de faille, elle va pousser dessus comme une aiguille d'acupuncture, elle va créer une résonance. Le mât, il vibre, donc le son, c'est une vibration, ça va vibrer, ça va rentrer en résonance avec la faille, qui va rentrer en résonance 500 mètres, 1 km, 2 km plus loin, sur un bâtiment par exemple. Taxée d'ésotérique, cette approche est vivement contestée en France, où la géobiologie n'est pas reconnue. Non, c'est pas scientifique parce qu'aujourd'hui, est-ce que la science est allée chercher par là, quoi? Il faut attendre qu'il y ait des pépins comme ça pour qu'on y approche. Les géobiologues, ils existent depuis longtemps, il y a depuis 40-50 ans, sur la Bretagne notamment, il y a des géobiologues qui en ont fait leur métier parce qu'il y avait des problèmes sur les élevages. Quand on dit on a travaillé sur 50 fermes où il y a des parcs éoliens, pour moi ça devient scientifique parce que voilà, on a intervenu tel jour. Si on prend Concreuil, qui est le village d'à côté où il y a eu des problèmes, on a intervenu un jour précis. Le lendemain, la personne n'avait plus de maux de crâne et 3 jours après, il n'y avait plus de cellules sur les vaches, quoi. La science a fait des grandes recherches et c'est extraordinaire parce qu'on a eu plein d'avancées. Mais il faut toujours rester un œil ouvert sur plus large, quoi. Il y a des phénomènes qui se passent, mais on les étudie, quoi. Et c'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'il n'y a rien, quoi.
la science reste muette. L'ANSES, l'Agence nationale en charge de la santé humaine et animale, n'a pas donné suite à mes mails successifs et 3 relances téléphoniques. Il est à Nantes ce que la tour du campus de Jussieu est à Paris. Le Tripode, un immeuble de l'île de Nantes truffé d'amiante lors de sa construction pour prévenir les risques d'incendie. Pendant 20 ans, des milliers de fonctionnaires vont y travailler, directement exposés. C'était la période des grands ensembles, symbole de la modernité des années 70. Figure architecturale singulière de l'île de Nantes, le dénommé Tripode s'élevait sur 18 étages. Comme la plupart des bâtiments de cette époque, il fut construit avec de l'amiante. Une bombe à retardement pour les quelques 1800 salariés, la plupart fonctionnaires, qui y travaillèrent de 1972 à 1993. Les souvenirs du quotidien de ces travailleurs sont édifiants. Quand j'arrivais souvent le matin, eh bien, c'était un immense nuage de poussière d'amiante qu'il y avait dans le hall, parce que les ascenseurs à cette époque-là n'étaient pas complets, ils n'étaient pas refermés. Donc chaque fois qu'un ascenseur faisait une montée et une descente, ça provoquait un nuage de poussière dans le hall, dans le grand hall d'entrée. Le bâtiment restera en fonction pendant 20 ans. Il ne sera évacué qu'en 1993, alors que l'interdiction du flocage à l'amiante fut prise dès 1978. En 2005, le Tripode est mis à terre, mais le combat des travailleurs pour la reconnaissance de maladies professionnelles ne faisait presque que commencer. 2 électriciens décèdent de cancer en 1995 et 1999. Ce seront les premiers à être reconnus en maladie professionnelle en 2002. La moitié des gens qui sont morts au Tripode sont morts de tumeurs, et parmi ces morts de tumeurs, on pense qu'une bonne moitié sont morts liés à l'amiante, et surtout sont morts plus tôt à cause de l'amiante. Les longs parcours judiciaires ont dissuadé beaucoup de malades de les entreprendre. À ce jour, 42 personnes ont obtenu gain de cause, mais la reconnaissance du Tripode en site amianté n'a toujours pas été actée. Celle-ci pourrait pourtant accélérer les dossiers de pré-retraite amiante des actifs qui concernerait 200 à 300 personnes. On estime maintenant, après le nombre de morts qu'il y a eu, qu'on doit avoir cette reconnaissance. C'est ça qui nous permettrait, d'une façon d'un côté psychologique et d'un côté plus physique, de pouvoir partir et profiter peut-être plus longtemps. Des avancées ont néanmoins eu lieu avec la reconnaissance du préjudice d'anxiété devant les tribunaux administratifs pour 150 dossiers en 2020. Elle pointe du doigt la double faute de l'État en tant qu'employeur et législateur. Par ailleurs, une 4e phase d'études épidémiologiques pourrait débuter en septembre 2021. Et regardez aujourd'hui, à la place de ce Tripode, ce plan d'eau et ces immeubles en construction. Francis Judas, Yvon Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes les trésoriers et présidents de l'association Les Amiantés du Tripode et vous avez vous-même travaillé durant 15 ans dans ce Tripode en tant que fonctionnaire de l'INSEE. 3 études épidémiologiques ont déjà été menées, la dernière en 2015. Toutes ont conclu à une surmortalité significative. Et pourtant, aujourd'hui, vous en demandez une 4e. Pour quelle raison ? Il nous paraît très important que cette étude se poursuive sur l'ensemble de la vie des gens qui ont travaillé dans cet immeuble, car c'est la seule étude française et européenne qui concerne une population de gens exposés à l'amiante par les flocages dans des bureaux. Tous les cancers n'ont pas été reconnus en tant que maladie professionnelle. Hélas, beaucoup de collègues sont culpabilisés, ont honte de venir demander une reconnaissance de maladie professionnelle, et le poids de la maladie, souvent, les empêche, eux et leurs familles, de faire ces demandes. Comment vous expliquez cette culpabilité, cette honte ? C'est le fait d'être atteint par une maladie qui finalement, ils en sentent un peu la responsabilité, comme souvent dans les maladies professionnelles, alors qu'en fait, ils n'y sont pour rien, mais c'est une très forte culpabilité. Et les collègues de l'association départementale des victimes de l'amiante nous le disent, beaucoup de travailleurs hésitent à faire reconnaître leur maladie. Yvon Carré, vous demandez le classement du Tripode en site amianté, ce qui n'est pas encore le cas. Que changerait ce classement pour vous ? Alors, on demande le classement essentiellement pour 2 raisons. Tout d'abord parce que ça faciliterait les reconnaissances de maladies professionnelles.
Aujourd'hui, c'est encore un parcours du combattant pour les personnes qui demandent cette reconnaissance. Donc ça, c'est la première raison. Et ensuite, pour les collègues qui travaillent encore, qui sont encore en activité, ça leur permettrait d'accéder à la pré-retraite amiante. Vous faites cette demande auprès de l'exécutif, du Premier ministre directement ? Cette demande est faite effectivement directement auprès des pouvoirs publics, auprès du Premier ministre. L'an dernier, Francis Judas, la justice administrative a reconnu un préjudice d'anxiété pour 140 anciens salariés du Tripode. Des réparations ont été allouées. Ça y est, la responsabilité de l'État a été reconnue ? Oui, et c'est très important moralement pour les gens à qui on a expliqué que l'amiante n'était pas dangereux, que leurs craintes étaient injustifiées. Et là, l'État accepte de reconnaître de fait sa culpabilité, sa responsabilité dans leur exposition et dans le risque qu'ils ont de tomber malades, risque qu'ils ressentent très fortement. C'est une double responsabilité ? Oui, parce que nous travaillons sous des flocages et l'État aurait dû, en tant que législateur, nous protéger contre ces flocages qui étaient interdits depuis 1978. Et comme employeur, comme un autre employeur, ils nous ont employés, donc ils devaient nous protéger de l'amiante. L'amiante, c'est vraiment le combat de votre vie. Est-ce que potentiellement il existe d'autres tripodes en gestation, d'autres tripodes potentiels à Nantes ou ailleurs ? Il est peu probable qu'il existe de telles concentrations d'amiante dans un même lieu pour des personnels qui travaillent dans des bureaux. Mais nous savons par contre qu'il y a encore beaucoup de pays dans le monde où l'amiante est utilisée et où, en particulier, l'étude épidémiologique pourra être utilisée pour dire il faut arrêter ça, il faut arrêter l'amiante, il faut arrêter les cancérogènes. Et en France, la situation, quelle est-elle ? On fait partie du combat pour l'éradication de l'amiante en France et des autres cancérogènes professionnels et environnementaux. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Face aux nombreux enjeux économiques et autres, de quelle marge de manœuvre disposent réellement les politiques pour promouvoir la santé environnementale ? À Paris, à l'Assemblée nationale, nous avons posé la question au bras droit de Nicolas Hulot, le député écologiste du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin. Il y a un vrai retard sur la prise de conscience des enjeux de la santé environnementale, alors que l'OMS dit d'ores et déjà qu'il y a un quart des maladies graves qui sont dues à des causes environnementales. Pour l'instant, la prise de conscience, notamment dans la sphère politique, n'est pas du tout suffisante. Je me bats ici à l'Assemblée nationale avec d'autres collègues pour que soit réduit plus rapidement et plus durablement l'usage de produits phytosanitaires en France. Ce n'est pas pour embêter les agriculteurs, au contraire, c'est d'abord pour protéger les agriculteurs des effets sur la santé dus à l'usage de pesticides et notamment des plus dangereux d'entre eux. Et donc il faut aider massivement, y compris avec des aides financières fortes, les agriculteurs à accélérer la sortie des pesticides. Donc il faut qu'on avance beaucoup plus vite, il faut que ces politiques de prévention se déroulent et se diffusent de façon beaucoup plus importante, y compris dès les études de médecine. Dès les études de médecine, il pourrait y avoir plus de cours consacrés à la prévention et à la santé environnementale. À Saint-Marc-de-Coutel, l'une des communes du Pays de Ré également touchée par les cancers pédiatriques, des parents s'organisent pour améliorer la santé de leurs enfants avec des petits gestes du quotidien. Venez voir, ça se passe durant la pause déjeuner. Et nous sommes justement chez l'une de ces familles, Blandine Bouillon, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici dans votre cuisine. Vous êtes au fourneau pour faire des repas partagés pour certains enfants de la commune. Comment est née l'idée de ces repas partagés ? Donc c'est une idée qui est née de l'initiative de plusieurs familles à Saint-Marc-de-Coutel qui souhaitaient offrir à leurs enfants une pause vraiment détendue et surtout avec des produits locaux, des produits du coin et un maximum bio avec le moins de produits toxiques possible. L'idée, c'est de limiter les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Exactement, on se trouve sur un territoire qui est magnifique et où on a beaucoup de ressources locales. Et donc, si on peut améliorer la santé de nos enfants et puis réduire notre impact écologique aussi, c'est vraiment pour ça qu'on œuvre en fait. Vous avez même créé une association qui s'appelle La Cantoche. Qu'est-ce que c'est ? C'est une cantine alternative ?
Alors, ce n'est pas une cantine alternative. L'objectif de cette association, c'est vraiment non seulement de s'appuyer sur des initiatives personnelles comme on le fait, mais c'est surtout d'améliorer la cantine de tous nos enfants. Enfin, voilà, le restaurant scolaire, ça peut être jusqu'à 4 repas par semaine. Donc moi-même, j'emmène mes enfants à la cantine parce qu'on en a besoin et parce que ce sont des temps collectifs importants. Et donc, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que ça s'améliore. Ce sont des vrais enjeux de santé publique, d'environnement. Et ce qu'on aimerait, c'est que ça fasse partie de leur hygiène de vie, que les pouvoirs publics s'emparent de ces sujets-là aujourd'hui, que ça soit une réalité. Parce qu'on a l'impression à la Cantoche de passer pour des utopistes à défendre une cantine bio, locale, saine, sur place. On rêve d'avoir une cuisine sur place. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les aliments, les repas font des kilomètres. Donc, pour arriver jusque dans les assiettes. On l'a dit, Saint-Marc-de-Coutais est une commune dans laquelle il y a eu des cas d'enfants touchés par des cancers pédiatriques. Vous avez vous-même réalisé des tests sur vos 2 garçons. Comment ça s'est passé ? Oui, alors en fait, tout ça, on se sent vraiment touché de près par ce qui se passe. Nos enfants côtoient ces enfants ou les ont côtoyés. Et donc, ce sont vraiment des questions qui nous taraudent forcément. Et moi, j'ai voulu savoir si mes enfants, eux aussi, pouvaient avoir des produits lourds, des produits toxiques dans leurs cheveux, dans leur organisme. Donc voilà, du coup, vous avez fait des tests ? On a fait un test, mais c'est pas remboursé, c'est des démarches assez fastidieuses. Donc voilà, j'en ai fait qu'un, celui au plomb, et mes enfants vont bien. Les enfants vont bien. Voilà, on a été rassurés et puis on n'ira pas plus loin. Comment est-ce qu'on trouve les mots pour parler de cancer à des enfants qui sont scolarisés en maternelle, en primaire ? On n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont petits. On n'a pas envie de les inquiéter avec ça. Mais c'est vrai qu'ils savent que ça existe. Enfin, ils ont vu... ils ont des camarades touchés eux-mêmes. Bien sûr, ils ont vu une petite partir l'année dernière. Donc voilà, on est ouvert à leurs questions. Et puis on essaye de leur enseigner l'éveil au goût, aux produits de saison, mais aussi à faire attention à ce qu'on achète, à nos modes de consommation. On essaye de se fournir avec des produits en vrac, moins d'emballage. On fabrique notre liquide vaisselle. Enfin voilà, c'est plein de petites choses, plein d'aménagements qu'on essaye de faire. Donc, c'est votre petite pierre à l'édifice. Voilà, on essaye d'être acteur à notre échelle et on espère que ça va porter ses fruits un jour. Merci Blandine, on va passer à table ? Avec plaisir. Et on est à table avec les enfants qui sont en train de déjeuner. Et parmi ces enfants, Télio. Bonjour Télio. Bonjour. T'as quel âge Télio ? 5 ans. T'as 5 ans. Qu'est-ce que t'es en train de manger ? Des pâtes. Elles sont bonnes ces pâtes ? Avec un mélange de légumes. Est-ce que c'est des bonnes pâtes et des bons légumes ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mauvais produits. C'est dur à dire, hein, produit. Hein. Et pour encadrer ces enfants, forcément, quelques adultes autour de la table. Donc vous, Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la trésorière de l'association La Cantoche dont on vient de parler, mais vous êtes également productrice de légumes maraîchères bio ici à Saint-Marc-de-Coutais. C'est une reconversion. Avant, vous travailliez en Suisse dans la banque, dans le secteur financier. Quelle a été la première chose que vous ayez découverte lors de votre reconversion ? Alors, il a fallu faire une formation. On a fait une formation d'1 an pour être le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et pendant cette formation, pour produire des légumes bio, on a appris ce que les non-bio mettaient comme produits chimiques dans les légumes qu'ils produisaient. Ça a été un choc, ça a été une révélation pour vous ? Un choc complet. C'est-à-dire qu'ils mettent des produits qu'on n'a absolument pas besoin de mettre pour que le légume pousse. Donc depuis, on mange quasiment en totalité bio à la maison. Et notre fils, pareil, on essaie qu'il mange complètement bio. Vous privilégiez forcément les produits locaux. Est-ce que manger local veut forcément dire manger plus sain ? Alors, pas forcément. Manger local, ça veut dire les aliments font un moins grand trajet.
donc il pollue moins la planète. Par contre, ce n'est pas forcément une garantie que les aliments soient sains. Par contre, nous, dans notre magasin, le petit local à Saint-Marc-de-Coutel, épicerie vrac de bio et local, on sélectionne des gens qui travaillent en local, mais qui travaillent de manière familiale. Et même s'ils n'ont pas le label bio, on sait qu'ils utilisent le moins possible de pesticides, voire pas du tout. Donc avec un impact réduit sur la santé des consommateurs. C'est votre levier, c'est votre marge de manœuvre, l'alimentation, pour améliorer la santé environnementale ? Voilà, c'est notre manière à nous d'y contribuer. Parce que pour moi, il y a 3 leviers pour améliorer la santé environnementale, l'air, l'eau et l'alimentation. Sur les 2 premiers leviers, l'air et l'eau, la pollution de l'air et de l'eau, on ne peut pas les maîtriser malheureusement aujourd'hui. Par contre, la pollution de l'alimentation, oui, tout à fait, c'est très simple. Il suffit de consommer du bio le plus local possible pour qu'il parcourt le moins de kilomètres possible. Consommer, c'est un acte militant finalement. Exact. Chaque fois qu'on consomme, on aide la planète, on aide. Consommer bio, c'est aider les gens qui produisent en bio, donc c'est les inciter à produire davantage en bio. Et un jour, le bio deviendra peut-être la norme. Il y a une problématique de coût aussi. Il y a peut-être une problématique de coût. Par contre, si on fait différemment, si on cuisine différemment avec moins de viande, plus de légumineuses, le coût n'est pas forcément plus important en fait. Donc, et puis le coût peut-être à court terme est plus important, mais à long terme, sur la santé publique, le coût sera réduit. S'il y a moins de malades, moins de maladies, ça coûtera moins cher à la société. Merci Sandrine, on va vous quitter, vous laisser terminer ce repas. Nous, on se quitte avec cette note positive. Ces 4 enfants, ces 4 jeunes Saint-Marins, les habitants de Saint-Martin-de-Coutet, en train de déguster leur dessert, un dessert biologique, vous l'aurez compris. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région.